Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur les grands projets ferroviaires africains, avec notre dossier du jour qui sera consacré au premier TGV du continent au Maroc. Au programme également de cette émission, attentat au Mali, une attaque djihadiste s'est produite contre un lieu de villégiature proche de Bamako fréquenté par des étrangers. Et les femmes parlementaires du G5 Sahel se sont réunies au Tchad pour évoquer la lutte contre le terrorisme et notamment à travers la prévention. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Bouchra Bayed, vous êtes consultant en finance et également président de l'association Maroc Entrepreneurs. Bienvenue. Merci, bonsoir. Avec nous également nos éditorialistes, Malik Acha, bienvenue Malik. Merci Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous accueillent chez eux. Et Gemal Teleb, bienvenue Gemal. Bonsoir Fanny et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite l'actualité du jour. Le Mali, de nouveau, la cible d'une attaque terroriste. Des djihadistes en sont pris à un lieu de villégiature fréquenté par les expatriés. Le bilan fait état de 8 morts, dont 3 civils, un élément des forces de l'ordre et 4 assaillants. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Birama Saonera. Après les attentats de la Terrasse et du Radisson en 2015, celui du Nord-Sud en mars 2016, Kangaba, un lieu de villégiature fréquenté par des expatriés, a subi une attaque terroriste dimanche 18 juin 2017. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Bamako étaient en alerte suite à un message de l'ambassade des États-Unis déconseillant les lieux publics à ses concitoyens. Selon des témoins sur place, les assaillants visaient les Occidentaux présents sur les lieux. Ils ont mis le feu. Tu n'as pas vu le feu? C'est eux qui ont mis ça là-bas. Depuis 15h30. Ils ont commencé depuis 15h30. C'était au nombre de combien? Bon, nous, on avait 3 personnes. 24 heures après l'attaque, le ratissage se poursuit dans la zone, située à la sortie nord-est de Bamako. Le dernier bilan fait état de 8 morts, dont 3 civils, un élément des forces de sécurité et 4 assaillants. Nous avons pu extraire, donc exfiltrer, près de 36 clients ou travailleurs du campement, parmi lesquels, à ce stade-là, nous avons à peu près 13 Français, 14 Maliens, un Camerounais, un Italien, 2 Espagnols, 2 Néerlandais, un Hongrois, un Égyptien et 2 Kenyans. Cet attentat vient jeter le froid sur les populations de Bamako. Elle intervient quelques jours avant le sommet des chefs d'État du G5 Sahel, prévu le 2 juillet 2017. Malik, cet attentat a été revendiqué par la filiale malienne d'Al-Qaïda. Qu'est-ce que cela implique ? Vous savez, l'activité terroriste dans la région n'a jamais cessé. Il y a une certaine, je ne suis pas expert sur cette question, mais on voit qu'il y a une certaine concurrence entre guillemets entre les différents groupes. Bien évidemment, au cours de l'histoire, il y a eu des alliances entre les groupes terroristes, mais là, Al-Qaïda au Maghreb, qu'on croyait, je dirais, sur le déclin, essaie justement de renaître un peu de ses cendres et en justement multipliant les opérations terroristes. On parlait souvent de Daesh dans la région, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une multitude de groupuscules qui, de par leur trafic, essayent justement de se financer et déstabiliser les États de la région. Donc ce n'est pas une surprise, malheureusement, qu'il y a encore des attentats dans cette région. Le Mali se relève doucement d'une situation sécuritaire encore très fébrile. Maintenant, il faut espérer que la coopération qui est en place, vous savez, la lutte contre le terrorisme, ça ne s'éradique pas du jour au lendemain, le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, c'est des années et des années, ça prendra peut-être des décennies. Nous verrons bien maintenant. Je pense qu'il faudra voir, il y a encore peu de détails. On a un bilan qui est donné, mais on a encore peu de détails sur le procédé de l'attaque, comment ça a été constitué, d'où ils sont partis, tout ça, ça relève de l'enquête. Il faudra voir si cette attaque a été menée avec des moyens importants. Mais du moins, ça a causé des dégâts et c'est très dommageable pour le Mali et pour toute l'Afrique. Gemal, le Mali reste une cible première dans cette région? Oui, sans aucun doute. Le Mali, mais pas que le Mali, mais oui, le Mali parce qu'il est supposé être vulnérable parce que sa partie nord n'est pas encore sécurisée. Mais ce n'est pas la seule cible. Il n'y a aucun pays de la région qui n'est pas une cible. Voilà, il y a un attentat déjoué de justesse, même s'il n'a pas été totalement déjoué hier en France. On en a eu la semaine dernière en Angleterre. J'ai bien peur qu'on en ait encore demain.
Et donc le Mali, bien sûr que c'est une cible. S'il y a un phénomène dans lequel la mondialisation, hélas, a bien fonctionné, c'est celui de la terreur, malheureusement. Nous avons commenté ici la semaine dernière, nous avons commenté le mois dernier, nous commentons aujourd'hui les attentats, parce qu'il y a une situation pour laquelle, malheureusement, nous n'avons pas de réponse. Voilà, aujourd'hui au Mali, la zone verte, ce qu'on appelle donc la zone sécurisée, est aussi touchée, comme quoi tout est possible. Mais enfin, voyez-vous, ils cherchent les Occidentaux, ils cherchent à faire du bruit, ils cherchent à terroriser, d'où le terme terrorisme, et nous sommes dans une situation que nous n'avons pas à maîtriser, pour qu'un État ne peut maîtriser pour le moment. Alors évidemment, on se focalise sur le Mali comme si le Mali était un pays plus vulnérable qu'un autre, comme si c'était un pays plus fragile qu'un autre. Ce n'est pas vrai, nous sommes tous fragiles, nous sommes tous vulnérables. On a eu tellement d'attentats aux États-Unis, on en aura encore ailleurs, hélas. Parce que nous sommes dans une situation où nous avons un ennemi asymétrique que nous ne voyons pas, parce qu'il est diffus, parce qu'il passe partout, parce qu'il fait du bruit et qu'il a besoin de faire du bruit, et que nous sommes totalement désarmés face à ça. La réponse, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction. Le 2 juillet, nous avons un sommet d'IG5 Sahel qui, de mon point de vue, est une réponse fondamentale. Mais voyez-vous, la réponse n'est pas unique. Elle est multiforme, elle est bien entendu militaire, et il faut qu'elle soit militaire. Mais elle est aussi intellectuelle, nous avons besoin d'expliquer. Moi, dans mon pays d'origine, le gouvernement mauritanien a mené en 2010 un débat absolument remarquable qui consiste à mettre en place des salafistes accusés de terrorisme ou même coupables de terrorisme. Les juristes consultent les savants musulmans, une partie de la population. Le débat a eu lieu à partir de la prison et l'idée de comprendre vos actes sont-ils liés à la religion ou pas. Et je pense, moi, que ce moment-là de la vie de débat a été salutaire dans la paix que la Mauritanie, entre autres, a connue plus tard. Bien sûr qu'il y a une réponse militaire. Naturellement qu'on est obligé de voir une réponse militaire. Nous n'avons pas le choix de faire aussi seulement une réponse militaire. Nous faisons une réponse intellectuelle, mais nous faisons aussi une réponse économique. Une jeunesse désœuvrée qui n'a pas de travail, qui est au chômage, qui n'a pas d'avenir, qui est livrée à elle-même, elle est facile à endoctriner. Donc on n'arrête pas de lui expliquer tous les jours que probablement qu'au bout de l'attentat terroriste, il y a sans doute le paradis. Il faut leur expliquer que ce n'est pas vrai, que la guerre entre les Occidentaux et les non-Occidentaux n'est pas une réalité, n'est pas une fatalité, qu'il n'y a pas de guerre et qu'il n'y a jamais eu de guerre, et que la vérité est différente et que ceux qu'ils sont en train de défendre, c'est plutôt le dessein dangereux, criminel de quelques terroristes qui vivent de ça. Malik, mais est-ce qu'au Mali, cela ne signifie pas aussi que les opérations finalement qui ont lieu au nord du Mali n'ont pas encore donné les résultats attendus? Il faut prendre les paramètres qui sont réels, je dirais, l'immensité du Sahel, du désert. Je pense que même une force, sans exagérer quand je dis ça, même une force qui a des capacités importantes sur le plan militaire n'arriverait pas à contenir toute une menace seule. D'où le volet de la coopération qui vient d'être évoqué par Jemal et celle du G5 Sahel. Donc, un pays tout seul ne peut pas, du jour au lendemain, éradiquer le terrorisme sur son territoire, d'autant plus que le Mali, sans victimiser un peu, sans le mettre sur une position de victime, cet État, mais il subit les conséquences de déstabilisation, et notamment, on peut en parler, celle de la Libye, ça se ferait un grand débat dessus, mais les déstabilisations en Libye et dans d'autres pays de la région ont affaibli aussi le Mali, parce que vous avez eu des retours de mouvements djihadistes qui se sont repliés sur le Mali. Et puis vous avez aussi les djihadistes qui étaient beaucoup plus au nord, sur la partie nord-africaine, en Algérie notamment. Vous savez que l'Algérie a été en 90 secouée par le terrorisme le plus barbare qu'il soit, et que effectivement cette conquête de l'armée algérienne qui les a repoussés vers le sud, malheureusement pour le Mali a été une terre d'accueil malheureusement pour ces combattants, et ces combattants ont trouvé dans le Mali une terre de repli, et c'est un problème qui dure depuis plusieurs décennies. Avant que cette activité terroriste ne reprenne du regain comme ça actuellement, il y a une installation qui a été faite depuis plusieurs années. Cela dit, si vous permettez, il faut, et Malik a évidemment raison, et je partage même comme toujours ce que dit Malik, mais je pense qu'il ne faut pas tellement montrer du doigt le gouvernement malien. Le gouvernement malien fait du travail, il vient de zéro, il arrive à une situation beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était, elle n'est pas encore totalement fixée, mais le travail il le fait, il est absolument fait. Malik a raison, le Mali souffre d'une triple, d'une quadruple, d'une quintuple difficulté. Une situation au nord qui n'est pas soldée, un problème au Tchad qui n'est pas soldé, un problème en Algérie qui n'est pas encore totalement soldé, une situation politique intérieure qui est encore très fragile, une situation militaire, voilà un pays qui a connu 20 ans
de descente aux enfers de l'armée, que quand on aura compris, et je pense que de plus en plus on le comprend, qu'une armée c'est le moteur d'un pays et que si la colonne vertébrale d'un pays ne fonctionne pas, le pays généralement ne fonctionne pas. Merci. On va rester sur cette question du terrorisme. Les femmes parlementaires du G5 Sahel étaient réunies ces 19 et 20 juin à N'Djamena, au Tchad. Une conférence sur la lutte contre l'extrémisme violent. Les femmes parlementaires souhaitent notamment participer au programme de prévention. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Birama Sonera. L'Union africaine, en partenariat avec l'ONU Femmes, organise du 19 au 20 juin 2017, dans la capitale tchadienne, une conférence des femmes parlementaires des pays du G5 Sahel. Objectif, promouvoir le leadership des femmes en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans le Sahel. Pour les organisateurs, cette conférence permettra aux femmes parlementaires de définir et de mettre en œuvre leur agenda de lutte contre le terrorisme à la base. Nous savons que les femmes subissent elles payent le lourd tribut de ces conflits, mais c'est elles qui doivent reconstruire. Et je pense que c'est l'opportunité des institutions comme les Nations Unies et l'Union africaine de venir soutenir le secrétariat du G5 Sahel, mais surtout le leadership de cette région qui veulent faire taire les armes, mais également contrer tout ce qu'on voit comme terroriste et tout ce que nous voyons comme acte et tout ce que nous voyons comme violence. Pour les panélistes, les femmes sont les premières victimes du terrorisme en Afrique. Leur contribution pour la déradicalisation des jeunes est incontournable. Par cette conférence, les femmes parlementaires de la sous-région manifestent leur volonté de contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent engagée par les États membres du G5 Sahel. L'extrémisme violent va grandissant et nous sommes convaincus que l'implication, la participation des femmes à la prise de décision concernant les problèmes de résolution des conflits aujourd'hui s'avère plus que nécessaire. Aujourd'hui, la femme, elle est utilisée et parfois elle est actrice et complice des conflits qui se trament maintenant au niveau de la sous-région. Notons qu'une quarantaine de femmes issues des parlements et des sénats des pays membres du G5 Sahel, dont le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, participent à la conférence sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Gemal, cette conférence semble dire qu'il y aurait un statut, un rôle particulier de la femme dans le règlement de ces conflits, dans la prévention du terrorisme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, il y a un rôle des femmes, sans aucun doute. Les femmes, c'est quoi? 51% de l'humanité. Si vous mettez de côté 51% de l'humanité, vous mettez 51% de vos capacités. Et donc, il est évident que la femme a un rôle naturellement important, voire prépondérant dans ces rôles-là. Il y a un problème. Il y a un problème dans nos communautés, il y a un problème dans nos pays. L'idée de dire nous allons régler ça dans le G5, dans le pays du Sahel, est une idée intéressante parce que le Sahel, c'est 5 pays qui sont quelque part une digue, une espèce de mur de protection. Quand ils cèdent, tout cédera. Et donc, qu'on comprenne définitivement que la création du G5 Sahel est une idée géniale et qu'il faut l'aider, l'amplifier, qu'il est plutôt bien managé jusqu'ici et qu'il faut lui donner un rôle multipolaire et que de ce point de vue-là, les femmes jouent ce rôle-là est une bonne chose. Là où ça me chiffonne un peu, c'est que si on le fait, il faudrait aussi le faire parce que la menace sur le Sahel est réel, la menace sur le Boko Haram est aussi une autre menace, y compris sur l'Afrique centrale. Et donc, il devait y avoir un autre G5, non pas Sahel, mais plutôt plus bas que le Sahel, qui lui donnerait aussi une lecture différente. Alors, évidemment, la participation des femmes, encore une fois, il faut le faire, mais ça rejoint le sujet qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que la forme de réponse au terrorisme, qui est une forme militaire, qui, de mon point de vue, est naturellement la bienvenue, est bien, mais qu'on rajoute à la forme militaire une forme donc de la participation de la société, de la participation de la femme comme moteur de la société ou comme chef de foyer surtout, est une chose très utile. Il faut y rajouter encore une fois une lecture des savants de la religion, des éducateurs sociaux, des médiateurs sociaux. Et je pense que la racine se soigne aussi, ou en tout cas le mal se soigne aussi à partir de la racine. Alors justement, Malik, est-ce que les femmes ont un rôle particulier dans le phénomène justement de déradicalisation ?
Les femmes, comme on le sait ici, sont très actives au sein de la société civile, notamment au sein des associations diverses et variées d'ailleurs, tant sur le plan social que sur le plan économique, que sur le plan culturel. Donc ces femmes-là sont très actives et effectivement, elles ont un rôle important. Donc oui, elles ont un rôle à jouer qui est déterminant, mais je dirais tout comme les hommes, c'est-à-dire qu'elles doivent pleinement, elles aussi, participer à cette lutte contre l'obscurantisme. Mais je dirais que cette occasion est une bonne idée, c'est une bonne occasion, cette réunion, parce que ça permet justement d'accentuer, ou du moins de donner un mouvement à la représentation des femmes dans les représentations nationales. C'est quelque chose qu'on voit peu souvent. Les femmes sont malheureusement minoritaires dans les représentations nationales des pays africains et notamment dans la bande sahélienne. Et je pense que cette idée justement de faire venir justement des femmes parlementaires, il faut savoir que ça a été élargi aussi à d'autres pays parce qu'il y a des personnes qui viennent du Sénégal, du Nigeria et hors cadre du G5 Sahel. Donc cette idée justement de pousser une réunion des femmes parlementaires, je pense que ça pourra faire un déclic justement au sein des représentations nationales et permettre à ces femmes de prendre des décisions et d'agir sur le destin de leur pays, effectivement. Très rapidement, j'ai mal. Non, moi le mot déradicalisation me gêne un peu. Je veux dire pourquoi. Je sais que c'est la start-up de la lutte contre le terrorisme et qu'on aime bien utiliser des mots totalement à la mode. Si on y met un peu d'anglais, c'est encore mieux. Mais dans mon islam, celui dans lequel je suis né, j'ai grandi, je cherche la radicalisation et je ne la trouve pas forcément. Et donc je la trouve dans la géopolitique. Et donc s'il faut déradicaliser quelque chose, c'est la géopolitique. S'il faut déradicaliser quelque chose, c'est la réponse inappropriée qu'on fait des situations. S'il faut déradicaliser quelque chose, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire les conséquences de la guerre d'Irak de 2003, du phénomène de la guerre en Syrie. Et que si on n'avait pas une mondialisation absolument néfaste auquel les politiques font des réponses totalement dangereuses, inappropriées, totalement inefficaces, on ne serait pas encore en train de parler de femmes. Ce qui est bien chez ces femmes-là, c'est que justement, elles ne parlent pas de déradicalisation, elles parlent de réponses philosophiques, sociales, économiques face au terrorisme. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.